En 1997, Chris McInstry a créé CR6, un mystère de médias perdus, le premier feuilleton interactif de ce type en ligne. Malgré le battage médiatique autour de cette série, elle est rapidement tombée dans l'oubli après la sortie d'environ 9 épisodes. Elle avait été plus ou moins oubliée pendant des années jusqu'à ce qu'un utilisateur de Reddit tombe par hasard sur une trace de son existence. Ce qui a ensuite mené à un terrier étonnamment sombre impliquant la mort, le mystère et des conspirations. Enquêtons ensemble. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne et accédez à des vidéos complètes et d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à tous ceux qui y pensent. Cette vidéo traite de sujets sensibles tels que la mort, le meurtre, le suicide et les abus. La discrétion des spectateurs est conseillée. Veuillez ne pas essayer de contacter les personnes mentionnées dans cette vidéo, ni toute autre personne susceptible d'être impliquée. Chris McInstry était un développeur de logiciels et ingénieur Internet précoce. Malgré de nombreuses controverses tout au long de sa vie, il peut être considéré comme un pionnier de l'intelligence artificielle. Et bien qu'il se soit certainement fait de nombreux ennemis au cours de sa carrière, selon beaucoup, c'était un génie. On trouve peu d'informations en ligne sur lui, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il utilisait Internet dans les années 1990. À la fin de cette décennie, seulement environ 37% des adultes au Royaume-Uni utilisaient encore Internet à la maison ou au travail. Et cela, c'était après un essor relativement récent. Aux États-Unis, seuls 20% utilisaient Internet en 1999, des chiffres bien plus bas. Ivo Phillips, qui dirigeait une société de services financiers en ligne, a déclaré à la British Broadcasting Corporation « Internet n'a pas tellement atteint sa maturité qu'il est devenu jeune en 1999 ». Avec cela en tête, il est assez logique que Chris ait été en grande partie oublié. Et comme vous allez bientôt le constater, il est un peu difficile de distinguer le vrai du faux avec ce qu'il reste. Chris a affirmé qu'à l'âge de 17 ans, il était devenu millionnaire en inventant un code anti-copie qu'il a ensuite concédé sous licence à diverses entreprises de renom. Un article de journal publié sur son site web en avril 1994 semble confirmer qu'il a effectivement développé et vendu le programme et le titre indique que cela pourrait lui rapporter des millions, mais il est douteux qu'il ait réellement gagné des millions grâce à cela. Chris, souffrant de troubles mentaux depuis longtemps, a été impliqué en 1990 à 23 ans dans une confrontation de 7h30 avec la police, à Toronto. Il était entré dans une armurerie, avait pris un pistolet du propriétaire et s'était caché au sous-sol avec 2 fusils chargés. Pendant les négociations, il avait dit à la police qu'il avait des problèmes avec sa petite amie et qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. À un moment donné, il a disparu du champ de vision de la police, alors ils ont aspergé le magasin de gaz lacrymogène et sont descendus au sous-sol pour aller le chercher. Chris était conscient et indemne et il a été emmené à l'hôpital. Quelque temps après cet incident, il a reçu un diagnostic de troubles bipolaires. Il a passé les années suivantes à poursuivre des études en psychologie et à développer des technologies d'intelligence artificielle. Cela l'a ensuite amené à devenir le développeur principal de MindPixel, un projet collaboratif d'intelligence artificielle basé sur le web qui a fonctionné de 2000 à 2005. En 1997, Chris avait décidé de tenter quelque chose de différent. Internet en était encore à ses débuts dans le domaine public. C'était donc le moment idéal pour innover. Le premier feuilleton radiophonique remonte à 1930 intitulé Painted Dreams et sponsorisé par des fabricants de savon, d'où le nom de feuilleton ou soap opéra. Des années plus tard, les feuilletons ont commencé à être diffusés à la télévision et dès les années 1950 sont devenus essentiels en journée. Leur popularité n'a cessé de croître au fil des années et puisqu'ils étaient déjà passés de la radio à la télévision, ce n'était pas une mauvaise idée d'introduire le concept sur Internet.
Chris a eu l'idée de Reality Six cliquable qu'il a décrit comme, je cite, « Un feuilleton basé sur Internet, faute de meilleurs termes, est en réalité plus sombre qu'un feuilleton classique. » CR6 n'était pas le tout premier feuilleton sur Internet. À l'époque, ils étaient très simples. Souvent centrés sur des journaux intimes, on sélectionnait un personnage pour lire son journal. Il n'y avait pas vraiment d'intrigue ni beaucoup de contenu pour accompagner les entrées. Et Chris pensait qu'il pouvait créer quelque chose de bien meilleur, comme il l'a dit dans une vidéo promotionnelle de 1997. « Notre histoire est profonde, très profonde. Elle est mystique. Elle captivera les gens pendant des décennies. » Près de 3 décennies plus tard, on peut dire sans risque que Chris s'est trompé. Tout ce qu'il semble rester maintenant, ce sont quelques détails épars dans des recoins presque oubliés d'Internet, et l'émission elle-même est depuis longtemps perdue. Ce secret serait resté caché sans une utilisatrice de Reddit qui a découvert par hasard une trace de l'émission. En 2021, l'utilisatrice a posté sur le subreddit Lost Media après avoir suivi un fil inutile lié à un épisode de Better Call Saul. Elle a atterri sur la page Wikipédia d'un acteur ayant incarné un capitaine de l'armée de l'air, Brendan Fair. Elle a noté qu'en 2006, il avait été choisi pour jouer dans l'un des premiers feuilletons Internet, CR6. Intriguée d'en savoir plus, elle a commencé à faire des recherches, mais il y avait étonnamment peu d'informations à ce sujet, a écrit Opie dans le post Reddit, je cite. En 1996, Chris a créé et produit le feuilleton Internet CR6. Une aventure qui aurait soi-disant perdu plus d'1 million et l'aurait amené à brûler presque tous les ponts qui lui restaient au Canada et en Amérique. D'après tous les témoignages, la production a été un désastre, presque toutes les personnes ayant travaillé sur le projet affirmant qu'elles n'ont jamais été payées pour leur travail. Il a finalement fui au Chili, où il allait inévitablement passer la majeure partie de ses derniers jours. Les détails concernant CR6 sont rares et il est presque impossible d'en trouver en ligne. Nous ignorons la distribution, le nombre d'épisodes, l'avancement de la production et l'intrigue. Nous savons seulement que cela a eu lieu. Cela a coûté 1 million et a poussé le créateur Chris McKinstry à vivre en exil volontaire au Chili. Une grande partie des informations sur l'émission provient en réalité de McKinstry, qui ne dévoilait des détails que pour réfuter ce qu'il jugeait être des calomnies à son égard. McKinstry affirme qu'il a été le seul à perdre de l'argent. Et lorsque la production a pris fin et que le site web a été un échec total, il a vendu les droits de distribution et de propriété de l'émission aux membres du casting, pour un. Depuis un certain temps, c'est là que le mystère s'arrêtait. Un soap opéra en ligne désormais perdu dont on ne savait littéralement rien. Bien que ce post n'ait pas attiré énormément d'attention, il a tout de même suscité l'intérêt de quelques personnes qui étaient désormais bien trop investies pour laisser tomber. Selon un utilisateur de Reddit, Chris disait avoir vendu les droits à la distribution. Retrouver les membres pourrait donc permettre de retrouver la série. La personne à l'origine du post avait découvert CR6 en consultant la page Wikipédia de Brendan Fair, donc un membre de la distribution, avait déjà été identifié. Mais qui étaient les autres ? Peu de temps après que l'autrice du post ait publié ceci, une autre utilisatrice a commenté avec un lien vers le site original de la CR6 qui redirige maintenant vers un hébergeur de domaine chinois. Une archive de la page d'accueil existe sur la Wayback Machine. La page est essentiellement une coquille vide, il n'y a que quelques lignes de texte, aucune des images ne se charge et les autres pages, y compris les épisodes, la distribution et les crédits, n'ont pas été archivées à l'époque. Mais il y a quelques informations utiles. Néanmoins, le texte qui apparaît à l'endroit où l'une des images devrait se trouver indique « Bienvenue sur CR6 ». L'épisode 8 de Clickable Reality est en ligne, cliquez pour entrer. Cela indique qu'au moins 8 épisodes ont été publiés sur le site et que le premier est cliquable. Il semble que Chris envisageait de lancer d'autres émissions de télé-réalité interactive ou pensait que ce concept allait percer. Et d'autres émissions seraient créées par d'autres personnes inspirées par CR6. Sous les images, il y avait une ligne indiquant « Vue sur CNN Midday », puis 2 courtes critiques, la première venant de Uptown. Tout le monde est superbe, vraiment agréable à regarder. Je trouve que... L'autre venait de Yahoo Canada.
Si le côté technologique de ce site obtient une excellente note sur l'échelle Geewiz, ce sont les personnages qui vous donneront envie de revenir chaque semaine. C'est notable car cela prouve que CR6 a suscité un engouement médiatique à un moment donné. Ce n'était pas un projet totalement inconnu qui n'avait aucune chance, et ceux qui l'avaient vu avaient des réactions positives. Ce qui pousse à se demander pourquoi il n'a jamais vraiment décollé et a au contraire rapidement sombré dans l'oubli. Quelques jours après la découverte du site web du CR6, une autre utilisatrice de Reddit a trouvé la vidéo promotionnelle de l'émission dont j'ai parlé plus tôt. Elle avait été mise en ligne sur YouTube en juillet 2011 par une utilisatrice nommée Rivierville. Videos, qui a 19 autres vidéos sur sa chaîne, dont la plupart sont liées à la musique et n'ont rien à voir avec CR6 ou Chris. La vidéo semble presque un peu hors contexte, la seule connexion étant certaines des autres vidéos concernent Winnipeg, d'où venait Chris, y compris une tournée des clubs de Winnipeg, ce qui suggère que la personne qui a mis en ligne la vidéo a peut-être aussi vécu à Winnipeg. Ils ont peut-être mis en ligne la vidéo CR6 simplement parce qu'elle était pertinente pour Winnipeg, ou parce qu'ils se rappelaient avoir vu l'émission à l'époque. Ou peut-être qu'ils connaissaient même Chris personnellement, même si la personne qui a mis en ligne cette vidéo sur YouTube ne connaissait pas Chris personnellement. Il est tout à fait possible qu'ils aient eu des informations qui ne sont plus accessibles au public aujourd'hui, et cela pourrait être utile dans la recherche de CR6. La description indique « vidéo promotionnelle pour CR6 ». Cette réalité interactive a duré environ 6 mois en 1997. Malheureusement, la chaîne n'a rien publié depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas d'adresse email ni de lien et la recherche du nom d'utilisateur ne fait apparaître aucun compte sur d'autres réseaux sociaux de personnes portant ce même nom. Quand l'utilisateur Reddit a trouvé la vidéo CR6, elle comptait 250 vues et 3 commentaires. L'auteur n'a répondu à aucun commentaire récent, donc il semble impossible de le contacter. La vidéo elle-même fournit cependant quelques informations utiles. Commandée par Chris, produite par la société aujourd'hui disparue Brown Commissions, et montrait Chris décrivant vaguement le concept du CR6, quelques images des coulisses, le site web du CR6 lorsqu'il fonctionnait encore, et un numéro de téléphone qui, sans surprise, n'est plus actif. Plus important encore, il présentait le réalisateur Brendan Sawatsky, ainsi que les noms des acteurs qui incarnaient les 6 personnages principaux. Il y avait Anita Dittmar, Carly Benoit, Karen Markham, Carlo Galante, Jeff Grace et Robert Ryder. La mention d'Anita Dittmar a conduit les enquêteurs à trouver un blog qu'elle avait lancé en 2012 où elle évoquait brièvement son travail avec CR6. Elle a écrit en 1996 ou 1997. Je crois que j'ai été choisie pour jouer dans un soap opéra internet complètement fou appelé CR6 réalisé par Chris McInstray, un gars qu'il fallait vraiment rencontrer pour y croire. J'ai été réduite au rôle d'ex-mannequin alcoolique. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une façon sympa de passer quelques mois. Tout cela est arrivé avant que j'aie accès à Internet ou même une adresse email, donc j'aurais vraiment aimé avoir archivé certaines des photos. J'ai encore quelques cassettes vidéo home system du dossier de presse. Voici un extrait de nous sur CNN avec des images de moi sortant d'une limousine et signant des autographes. Tu vois, je suis un peu une célébrité. J'ai gardé un article, même s'ils ont mal écrit mon nom, mais sur la photo, c'est bien moi, chérie. Anita a partagé une photo de l'article de journal qu'elle avait collé dans un carnet. Il disait « Un rôle dans un feuilleton télévisé convient à l'étudiante. Devenir une star de feuilleton n'a jamais été un rêve pour Anita Dittmar, mais cela pourrait changer si CR6 est un succès. » Dittmar incarne l'ancienne mannequin Anna Frobisher, l'un des 6 personnages principaux du feuilleton internet produit localement, dont le tournage des premiers épisodes a commencé cette semaine. Je pense que tout le monde veut être acteur quand on est enfant. Mais ce n'est jamais quelque chose que j'ai poursuivi, a déclaré Dittmar, étudiante en écologie humaine à l'université du Manitoba. Dittmar a raconté qu'elle était dans un bar quand des producteurs lui ont proposé une audition pour le feuilleton hebdomadaire. Tout le monde a été formidable et compréhensif avec mon emploi du temps scolaire, a-t-elle déclaré.
Dietmar a dit qu'elle ne peut rien révéler sur son personnage, donc les gens devront attendre la première de CR6 en février. Les 14. Christopher McKinstry, président de Clickable Systems International. La productrice de l'émission a déclaré que ce sont les téléspectateurs du feuilleton qui détermineront l'importance du rôle du personnage de Dietmar dans le programme. Nous pouvons obtenir un retour instantané sur ce que les gens veulent en surveillant le nombre de clics qu'un personnage reçoit, a expliqué McKinstry. Nous pouvons mettre en avant les personnages qui intéressent davantage les gens. Les visiteurs du site pourront cliquer sur les personnages pour en savoir plus sur eux et suivre leur histoire, a déclaré le directeur créatif Brendan Sawatsky. C'est l'un des avantages par rapport à un feuilleton télévisé. Si vous manquez les premiers épisodes, vous pouvez revenir au début en cliquant. Ou s'il y a une arme du crime, vous pouvez cliquer dessus pour obtenir plus d'informations, a-t-il dit. McKinstry a indiqué que CR6 débutera par des photos fixes, mais il prévoit d'inclure de la vidéo en temps réel d'ici 2 ans. En attendant, la société travaille également sur une version CD Read Only Memory de l'émission. Le site de Chris, toujours en ligne, mais non mis à jour depuis longtemps, offre des informations supplémentaires sur CR6. Sur la page intitulée Presse, il y a une section présentant l'article de journal sur le logiciel anti-vol qu'il a créé. Selon l'article, cela pourrait lui rapporter des millions et, selon Chris, cela lui a permis de prendre sa retraite confortablement 13 ans plus tard. Le reste de la page concerne le CR6. Il mentionne la citation de l'article de CNN. Le 8 janvier 1997, CNN a diffusé toute la journée un reportage de 3 minutes sur mon soap opéra Internet aujourd'hui disparu, CR6. Ensuite, il y a un article de journal qui a fait la une du Winnipeg Free Press. Le 15 février 1997, il disait « Internet a encore beaucoup à apprendre », déclare la créatrice de Winnipeg, de la première série télévisée interactive du Canada. En ce moment, tout ce qu'on entend sur Internet, c'est du sensationnel, a déclaré Chris McKinstry hier. C'est comme un enfant fasciné un temps par les excréments et les organes génitaux, mais qui finira par grandir. McKinstry pense que CR6, un feuilleton interactif développé ici par son entreprise de Winnipeg, Clickable Systems International, aidera Internet à se nettoyer et à mûrir. Le feuilleton devait être lancé sur Internet hier soir à 23h. Au Pyramide Cabaret, CR6 présente 6 personnages principaux originaires de Winnipeg. On peut y accéder à l'adresse www.cr6.com. De nouveaux épisodes seront ajoutés chaque semaine. L'émission débutera avec 16 à 18 photos fixes, illustrées de textes et plusieurs objets interactifs sur lesquels les spectateurs pourront cliquer pour en savoir plus. Madame McKinstry, s'exprimant lors d'une conférence de presse au bâtiment législatif du Manitoba hier, a déclaré que les émissions interactives comme CR6 sont une forme de divertissement démocratique. Les spectateurs peuvent ignorer les parties qui ne les intéressent pas et approfondir celles qui les attirent. Les producteurs peuvent évaluer à quelle partie de l'émission les spectateurs réagissent et ainsi accorder plus de temps aux situations populaires. Toute la planète veut être divertie dans un format interactif, a déclaré McKinstry, 30 ans. Il s'agit de contrôler plutôt que d'être contrôlé. Le premier épisode de CR6 se déroule dans la ville fictive de Messmer's Cove, où les 6 personnages principaux se rencontrent lors d'un enterrement. CR6 a été élu coup de cœur de la semaine par Yahoo et Chris a partagé la critique complète alors que seul le dernier paragraphe était sur le site de CR6. Citation : CR6 est la création de Clickable Systems International, une entreprise de Winnipeg qui redéfinit les limites d'Internet. Imaginez un livre d'histoire où, au fil des pages, vous pouvez choisir différents personnages pour entendre leurs pensées ou les suivre sur des chemins privés. Ou alors, encore une fois, nous ne devrions pas le dire. Mais même si l'aspect technologique de ce site est impressionnant, ce sont les personnages qui vous donneront envie d'y revenir chaque semaine. Il y a aussi quelques informations éparses sur le groupe Google Général de Winnipeg. Concernant CR6, Chris a publié dans des milliers de discussions et en a créé de nombreuses lui-même. J'ai passé toute la journée à chercher des infos sur CR6 et Chris.
Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Voici une liste non exhaustive de choses que j'ai trouvées sur CR6. En plus de la couverture sur CNN, Chris a affirmé que les médias suivants avaient tous réalisé ou prévoyaient de faire des reportages sur CR6, Canadian Broadcasting Corporation National Venture, Canadian Television MTN, Gwigiwan TV. Chris a affirmé que chaque épisode avait un budget d'environ 50 000. Il devait y avoir un épisode spécial Halloween en direct avec un budget de 120 000. Le projet était de le vendre sur CD-ROM et c'était un projet à 500 000. Chris était apparemment en discussion avec une société de production très connue pour faire une adaptation cinématographique de CR6. La soirée de lancement de CR6 a eu lieu le 14 février au Pyramid Cabaret à Winnipeg de 20h à 2h du matin. Les billets coûtaient 2 et les participants devaient apporter un aliment non périssable pour Winnipeg Harvest. Une partie des recettes a été reversée à la Banque alimentaire et à Amnesty International. Des fautes d'orthographe figuraient dans les biographies des personnages sur le site CR6. Chris faisait souvent lui-même des fautes d'orthographe lorsqu'il postait dans les groupes Google, donc il est probable qu'il ait rédigé les biographies lui-même et qu'il ne les ait pas fait relire par quelqu'un d'autre. Chris a évoqué certains épisodes tardifs, dont Bondage et Héroïne. Le 6 mars, il a déclaré que CR6 allait devenir, je cite, « très bizarre ». Fans de X-Files aimeront CR6. Grâce au site de Chris, au blog d'Anita, au groupe Google et à la vidéo promo, nous avons une bonne idée du concept CR6. D'autres articles découverts depuis apportent des précisions sur le personnage et l'intrigue. Le wiki des médias perdus propose un bon résumé des personnages. Michelle Paddington, interprétée par Carly Michelle Benoît, était une femme d'affaires et une séductrice hors pair, toujours en train de préparer un nouveau plan. Elle n'hésite pas à marcher sur les pieds des autres pour gravir les échelons. Anna Frobisher, interprétée par Anita Dittmar, était une ancienne mannequin alcoolique, une femme sophistiquée qui ne se laisse jamais reléguer au second plan. Alberto Ashland, interprété par Carlo Galante, était un amoureux des femmes, du style et du mystère. Jusqu'à présent, ces belles paroles ne séduisent pas vraiment les dames. Wayne Donaldson, interprété par l'ancien joueur de football professionnel Jeff Graves, était un avocat qui n'a pas grand-chose à cacher. Juste un grand gaillard dont le cœur est aussi grand que ses muscles. Elizabeth Sands, interprétée par Karen Markham, était une artiste insouciante et indépendante. Et enfin, Victor Larson, interprété par Robert Ryder, était, je cite, « peut-être le plus étrange de tous ». Un homme au passé douteux, il a aussi une passion pour les jeux psychologiques. La série débute avec les 6 personnages principaux qui se rencontrent pour la première fois aux funérailles d'un homme dont aucun ne se souvient après l'annulation de CR6. Il y avait un article dans le Winnipeg Free Press indiquant qu'un total de 9 épisodes avaient été diffusés et que 3 autres avaient été écrits mais n'ont jamais été produits. Selon un commentaire sur le Lost Media Wiki, l'épisode 13 allait inclure Anna et Michelle ayant une liaison, Wayne semblant se tirer une balle et vivant une expérience de mort imminente. Alberto allant dans un bar gay et Lily ayant une expérience avec la drogue. Je pense que Lily était un personnage secondaire introduit plus tard. On peut dire que CR6 était une série apparemment bien pensée avec un concept innovant. Elle a reçu beaucoup d'attention médiatique, quelques bonnes critiques de sources bien connues et le site web de CR6 générait des centaines de milliers de vues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cette émission, soi-disant révolutionnaire, a-t-elle pu être aussi rapidement abandonnée et oubliée ? Ce que l'on sait, c'est que l'émission s'est révélée être un désastre et qu'apparemment, Chris a perdu plus d'1 million et s'est fait détester par la plupart des membres de l'équipe qui ont travaillé sur CR6. Sur son site, il a écrit quelques phrases vagues sur les raisons de la fin de CR6. Citation : « Cette histoire s'est effondrée, comme beaucoup de groupes, à cause de conflits internes. C'est devenu si insupportable que j'ai quitté le projet. J'ai vendu les droits de toute la propriété intellectuelle à la distribution, eux n'ont participé à aucun des conflits. »
Dans une interview avec Chris, publiée par quelqu'un qui se faisait appeler Ansel Morgan, bien que certains soupçonnaient qu'il s'agissait en réalité de Chris lui-même, il est entré un peu plus dans les détails et a blâmé l'équipe de production créative. Citation : « Pourquoi l'histoire dans CR6 est-elle aussi mauvaise ? Car nous avons des scénaristes amateurs sans audace. Je suis très en colère contre toute l'équipe création et production de CR6. Pourquoi ne les vires-tu pas simplement ? J'aimerais pouvoir le faire, mon Dieu, j'aimerais vraiment pouvoir le faire. » Mais quelques semaines avant notre lancement, le 14 février 1997, toute l'équipe créative m'a fait un coup d'état. En gros, ils ont créé leur propre société et ont retenu le script jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que je puisse demander à quelqu'un d'autre de l'écrire. Ils m'ont ensuite forcé à signer un contrat de 3 mois, une scène infernale. Nous étions dans une grande salle de conférence tard le soir, eux et leurs avocats d'un côté, nous et les nôtres de l'autre. C'était vraiment le chaos. J'ai vraiment détesté ça. Mais je n'avais pas d'autre choix que de signer la lettre d'intention cette nuit-là. Sinon, nous raterions notre lancement et le projet mourrait. Bien sûr, nous savons maintenant qu'il n'a pas fallu longtemps pour que le projet meure de toute façon et on dirait qu'il était voué à l'échec dès le début. Mais cela n'était pas censé être la fin pour CR6. À l'époque, Chris a donné cette interview. Le contrat de 3 mois touchait presque à sa fin. Il comptait écrire lui-même les épisodes 13 à 15, puis engager un scénariste par épisode ensuite pour suivre plus facilement leur progression. Après le chaos initial, il gardait encore l'espoir que CR6 continuerait. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, s'il y a eu d'autres soucis ou s'il a abandonné. Il semble que Chris ait une idée potentiellement révolutionnaire, mais en réalité, il n'avait aucune idée de comment la réaliser. Alors que les critiques de sites comme Yahoo Canada étaient positives, il semble que le public n'ait pas été aussi impressionné sur le groupe Google général de Winnipeg. Différentes personnes ont critiqué CR6 et Chris lui-même appelant souvent CR6, CR chaussettes ou crap CR6. Une personne l'a un peu défendu en déclarant, je cite, « J'ai parcouru tous les messages liés à CR6 et je suis juste stupéfaite par le nombre de critiques que reçoivent CR6 et McKinstry, surtout toutes les attaques personnelles. Cependant, les critiques techniques sont justifiées. J'ai vu le site, bien sûr, il n'est pas parfait, mais pour quelque chose qui a été monté en 2 mois, ce n'est pas mal. Quelques défauts restent à corriger et certains messages peuvent vraiment améliorer le produit. Il faut lui laisser du temps. » Une autre personne a répondu que McKinstry est un égomane psychotique qui semble prendre beaucoup de plaisir à susciter ce genre de comportement envers lui-même. Ça me rappelle un chien qui fait des bêtises juste pour attirer des ennuis. Il pense que même une mauvaise attention vaut mieux que pas d'attention du tout. Laisse-lui du temps. Nous n'avons jamais dit qu'on dépensait des millions et des mois à développer ce truc. Ce n'est pas censé être un truc du genre. Ça n'a pas été lancé dans son sous-sol par 2 copains autour d'une bière. C'est censé être une entreprise professionnelle et viable. En plus, plusieurs d'entre nous ont fait des remarques constructives sur la navigation horrible du site et McKinstry répond « Habituez-vous, unparset ». L'interface reste, il se fiche complètement de ce que pensent les vétérans d'Internet. Son interface, il ne dit pas « Oui, je suis d'accord, nous travaillons à améliorer la navigation, Fossico ». Non, c'est à sa façon ou rien du tout et tant pis pour le client de son produit, McKinstry sait mieux que tout le monde. Il ne fait pas d'efforts s'il ignore ceux qui maîtrisent Internet et juge son interface nulle. Et elle devrait être repensée vu tout l'argent qu'il aurait soi-disant dépensé. Tu penses bien qu'il aurait fait des essais avec d'autres personnes que son équipe et ses acteurs pour s'assurer que les gens puissent s'y retrouver dans ce bazar ? Encore un exemple de la façon dont il prétend être si important, mais fait les choses à moitié. Une paire de chaussettes à 1 CR n'est pas intéressante et des chaussettes à 2 CR, ce n'est pas nouveau. Un homme appelé Norman, qui était l'un des ennemis notables de Chris dans le groupe Google Winnipeg General, a posté quelques jours après la sortie du premier épisode. Citation : « Vous savez, je dois être honnête ici et dire que je m'attendais vraiment à voir quelque chose d'impressionnant. Soyons honnêtes. Il a embauché plusieurs personnes attirantes, même si ce n'est pas évident. Vu la qualité des graphismes, il a engagé un certain nombre d'artistes et de techniciens graphiques, vidéo et cinéma apparemment talentueux.
Il semblait même vaguement compétent lors de certaines interviews. Mais la disposition amateur de l'interface, la mauvaise qualité des graphismes, les dialogues insipides et un scénario encore plus pathétique, voire inexistant, étaient clairement une déception. Ce serait terminé avant même qu'ils aient nettoyé le sol lors de la soirée d'ouverture. Norman avait plutôt raison. Ce n'est pas surprenant, car Chris était développeur de logiciels passionné par l'intelligence artificielle. On peut établir des parallèles entre ces choses et le concept de CR6. On pourrait s'attendre à une meilleure interface venant de Chris, vu ses compétences. C'est un peu étrange. Ils sont passés du développement de logiciels anti-vol à la production d'un feuilleton télévisé. Peut-être qu'il y avait un peu plus derrière cette décision qu'il n'y paraissait au premier abord. En mars 1997, quelques semaines après la diffusion du premier épisode de CR, Chris a posté un message sur le groupe Alt Consciousness. Citation. Je sais que je dérange toujours les gens ici pour m'aider dans des projets bizarres, mais vous voyez, ça fait un moment que je produis un soap-opéra sur Internet. Honnêtement, je l'ai fait juste pour attirer plus de monde vers le projet mystique. Ça a marché. J'ai un problème et j'ai besoin d'aide de mes amis ici. S'il vous plaît, votez pour CR6 sur Yahoo d'une manière détournée, cela aidera l'intelligence artificielle. Plus tard dans la journée, Chris a posté dans un autre groupe de discussion « De temps en temps, je retourne à mon ex-corps, puis je reviens ici demander un peu d'aide. Je cherche de l'aide pour le projet d'intelligence artificielle, voire ma signature. Pour attirer plus de visiteurs sur mon serveur, j'ai lancé un soap opéra en ligne sur cr6.com, allez voir. Nous avons des beaux gosses des deux sexes. S'il vous plaît, aidez-nous en votant pour nous, le choix de la semaine de Yahoo Canada. Cela fera progresser l'état de l'art et pourrait rendre les ordinateurs conscients. Il faut noter que CR6 était aussi nommé pour le choix des lecteurs de Yahoo Canada. Et selon des discussions sur le groupe général de Winnipeg en 1997, ce vote en particulier a conduit Yahoo à arrêter le choix des lecteurs. Chris a accusé une personne non nommée du groupe de Winnipeg qui aurait prétendument voté de nombreuses fois contre CR6. D'autres ont cependant estimé qu'il était improbable qu'une seule personne ait voté plusieurs fois. Si c'était le cas, c'était sûrement Chris, mais c'était surtout à cause du drame qu'il avait créé autour de cette histoire. Quoi qu'il en soit, le CR6 n'a obtenu que 28 voix, le plaçant en dernière position, même après que Chris ait essayé de tromper les gens pour qu'ils votent pour lui, en publiant un lien et en disant « cliquez ici », sans préciser que le lien menait directement à un vote pour le CR6. Bref, dans le groupe de discussion, Chris a admis qu'il n'avait créé le CR6 au départ que pour attirer des gens vers son projet d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas la pire des idées, même si c'est un peu inhabituel. Mais était-il vraiment honnête ici, ou essayait-il désespérément de sauver le CR6 en s'adressant à un autre public, ne voulant pas admettre sa défaite ? Il s'est avéré que même si le CR6 avait attiré pas mal d'attention avant sa sortie, il n'était vraiment pas aussi populaire que Chris essayait de le faire croire après la publication des épisodes. Chris affirmait que le site avait reçu plus de 600 000 visites en 2 semaines, tandis que les représentants du CR, SIC, annonçaient 500 000 visites dès le premier week-end, lors d'une interview sur CJOB Radio. Déjà, ces chiffres sont incohérents. Quelle est la probabilité que le site reçoive un demi-million de visites le premier week-end, puis seulement 100 000 de plus au cours des semaines suivantes? Après ça, le chiffre réel serait d'environ 123 000 visites au cours des 2 premières semaines, mais ce nombre ne signifie pas que 123 000 personnes différentes ont visité le site. Comme l'a expliqué un article sur grub.net, citation, « Les 2 pages ci-dessus contiennent le nombre total de visites sur le site et non le nombre total de premières visites provenant d'adresses IP individuelles. Chaque image envoyée, chaque lien vers un courriel, chaque page ajoute un accès au compteur. On comprend aisément comment des pages très illustrées comme CR6S peuvent vite accumuler de nombreuses visites. Quant aux revenus publicitaires qui auraient pu être générés par ces visites, c'est un sujet de grande controverse. De plus,
Chris a affirmé que les annonceurs payaient 6 centimes par visite, ce qui, même si l'on se base sur les affirmations de Chris, 600 000 visites en 2 semaines donnerait environ 36 000 de revenus sur cette même période. Sachant que Chris affirmait que le 50 000, ils auraient donc dépensé 100 000 au cours des 2 premières semaines. Dès le début, ça perdait de l'argent. Bien sûr, il est possible que CR6 aurait gagné en popularité avec le temps, mais il a déjà attiré beaucoup d'attention médiatique au départ. Donc la perte initiale est quand même assez importante. En réalité, l'émission a probablement rapporté bien moins de 36 000 au cours des premières semaines. Chaque épisode avait une dizaine de scènes, mais la publicité ne concernait qu'environ la moitié. D'après les personnes du groupe Google, les publicités étaient assez placées dans un endroit peu visible. Pour faire un calcul très approximatif, prenons le chiffre de 123 000 visites au cours des 2 premières semaines. Divisez ce chiffre par 6, car il y avait 6 personnages, et la plupart des personnes qui ont visité le site ont probablement cliqué au moins sur chaque personnage individuellement. Divisé encore par 2, car seules 5 scènes sur 10 avaient été des publicités, ce qui donne un revenu d'environ 615. Au cours des 2 premières semaines à peu près, ça aurait même pu être moins, a dit une personne. 2 semaines après le lancement de CR6, elles avaient visité le site 2 fois, parcouru toute l'intrigue disponible à ce moment-là et n'avaient vu aucune publicité. Un article du Winnipeg Free Press en août 1997 laissait entendre que CR6 avait du mal à trouver des annonceurs. Citation : « Personne n'achètera de publicité s'ils ne savent pas qui est leur public. » En général, Chris avait la réputation d'exagérer à peu près tout, n'importe quoi pour convaincre les gens que ses projets allaient mieux qu'ils ne l'étaient, tout ce qui pouvait le faire paraître plus intelligent ou plus accompli. Par exemple, il prétendait avoir lu et annoté 6500 livres, ce qui, au moment où il a fait cette déclaration, aurait signifié qu'il aurait lu et annoté un livre, à peu près tous les 2 jours, en partant de la seconde où il est né jusqu'à CR6. Avant les auditions pour la distribution, il a été cité dans plusieurs journaux disant qu'il s'attendait à ce que plus de 2300 personnes se présentent pat. Le nombre réel serait d'environ 700 et en réalité, Chris ne s'attendait probablement même pas à autant de monde car il semble que les auditions aient eu lieu sur le parking d'un hôtel, selon un article écrit 2 jours après le lancement de CR6. Ils sont même apparus sur CNN ce soir-là, donc il semble qu'il y ait eu un bref reportage ce soir-là. Cela ne confirme pas vraiment ce que Chris dit sur la diffusion toute la journée du segment de CNN. Plusieurs personnes ont commenté la capacité de Chris à générer de l'engouement. Il semble que c'était l'un de ses principaux talents, mais derrière l'écran de fumée, il n'y avait surtout que de la déception. L'article du Winnipeg Free Press, mentionné il y a 1 minute, affirmait, je cite, « CR6 Webby Sodiq allait faire de Winnipeg une capitale du showbiz. » Chris avait presque réussi à convaincre les gens que CR6 ferait de Winnipeg le prochain Hollywood. Les gens travaillaient gratuitement en lui faisant confiance pour qu'il les paie, ce qu'il n'a apparemment jamais fait, et au final, tout cela a été un échec. Il avait annoncé son intention de faire de CR6 un film dans les 2 ans. Mais il semble que même s'il n'avait pas été annulé si rapidement après sa sortie, à cause de problèmes avec l'équipe, il n'aurait probablement pas été assez populaire pour que cela vaille la peine de continuer pendant 2 ans. Je ne comprends pas comment il ne l'a pas réalisé. Mais est-ce que Chris avait vraiment prévu d'aller aussi loin ? Ou ce discours cherchait-il seulement à faire le buzz et à obtenir de la publicité pour un projet qui, au fond, ne l'intéressait pas vraiment ? Est-ce que tout cela n'était qu'une arnaque ? Comme je l'ai mentionné plus tôt, Chris affirme que le CR6 lui a fait perdre plus d'1 million, mais qu'il était la seule personne à avoir perdu de l'argent. À moins qu'il ne disait vraiment la vérité en affirmant être devenu millionnaire. Grâce au logiciel anti-vol qu'il a créé, d'où aurait-il pu obtenir une somme aussi importante à investir dans un projet qui n'était même pas sa principale passion ? Il y avait des discussions sur les groupes Google disant qu'il avait reçu de l'argent du gouvernement pour la production, mais je n'ai aucune idée du montant. Et Chris lui-même a réfuté ces affirmations. L'affirmation de Chris qu'il était le seul à avoir perdu de l'argent est très discutable. Bref. D'autres personnes ayant travaillé sur l'émission,
dont des photographes et des chauffeurs, ont déclaré n'avoir jamais été payés et l'hôtel du tournage non plus n'aurait apparemment jamais été indemnisé. Dans un numéro de août 1997 du Winnipeg Free Press, Brendan Sawatsuke, le réalisateur qui apparaissait dans la vidéo promotionnelle, a affirmé qu'on lui devait 70 000. Je suppose que les acteurs ont été payés puisqu'il a précisé qu'ils n'avaient pas posé de problème pendant la production. Et Anita avait clairement une bonne opinion de lui puisqu'elle parlait de lui avec affection sur son blog. Après la publication sur Reddit, un serveur Discord consacré à la recherche de CR6 a été créé. Ils ont retrouvé quelques personnes impliquées dans la production et se sont retrouvés dans une situation assez surprenante et préoccupante. Mais nous en parlerons plus tard. Ian McCausland a déclaré avoir rencontré Chris pour la première fois au lycée lors d'une visite de Canadian Broadcasting Corporation à propos de son logiciel de programmation. Photographe principal pour CR6, il se rappelait une grande fête de lancement avec un chauffeur de limousine. Il a également dit que Chris était très doué pour créer de l'engouement. Ian a publié un message sur Facebook demandant à toute autre personne impliquée de se manifester et quelques personnes l'ont fait, a déclaré une femme. Citation, « Chris m'a arnaqué en me faisant devenir coproductrice exécutive au lieu de participer en tant qu'actrice. J'ai travaillé avec lui chez lui jusqu'à ce que ça devienne effrayant. » Je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire par « jusqu'à ce que ça devienne effrayant ». Je lui ai envoyé un message sur Facebook, mais je n'ai pas eu de réponse. C'est pourquoi je préfère taire son nom ici, pensant qu'elle ne souhaite plus être impliquée. Si vous la croisez, merci de ne pas la contacter. Désolée, mais c'est à peu près là que la recherche s'arrête. J'ai inclus à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur CR6 et à ce jour, l'émission elle-même reste une œuvre perdue. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. C'est ici que tout devient sombre. Après avoir créé puis arrêté CR6, sans payer la plupart des personnes impliquées dans la production, Chris s'est enfui à Santiago, au Chili, avec des dettes estimées à plus de 100 000 selon Wikipédia. Ces dettes étaient probablement bien supérieures à 100 000 étant donné qu'il aurait négligé de payer. Presque tout le monde, sauf sans doute les acteurs. Après cela, Chris a passé beaucoup de temps à se concentrer sur des projets d'intelligence artificielle et a lancé le projet MindPixel en juillet 2000. Il avait lancé le projet Mystique en mai 1996, affirmant plus tard qu'il était la motivation derrière CR6. En termes très simples, Mystique était un programme d'intelligence artificielle qui visait à créer une base de connaissances composée de millions d'énoncés vrais ou faux validés par des humains ou de propositions probabilistes. D'après ce que j'ai compris, MindPixel était fondamentalement la même chose, mais représentait peut-être une tentative de version plus avancée de Mystique. Pendant toute cette période, Chris a maintenu sa présence en ligne sur le Winnipeg General Group et ailleurs, et il a continué à être une figure controversée. Pour le dire franchement, il était une gêne, un casse-pied. Il provoquait délibérément les gens, puis jouait la victime lorsqu'il réagissait. Il a même dénoncé quelques personnes à la police pour des menaces qu'ils n'avaient pas proférées contre lui. Je ne cautionne absolument pas les menaces, quelles qu'elles soient, et si Chris avait vraiment peur, je ne peux pas lui reprocher de les avoir signalées, mais elles me semblaient vraiment être des menaces en l'air. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si sa seule motivation pour contacter la police n'était pas simplement de prendre le dessus sur les autres. Il paraissait narcissique, se vantant sans cesse de ses succès, parfois douteux, d'acheter de nouvelles voitures et d'avoir plus d'argent que la communauté. Il n'est pas clair s'il était réellement très riche, surtout après l'échec du CR6 et la somme considérable d'argent qu'il disait avoir perdu à cause de cela. Cela dit, beaucoup de gens ont sans doute été trop durs avec Chris au point que cela frôlait l'intimidation. Tout le monde connaissait l'incident où il avait pris 2 armes cachées dans la cave de l'armurerie et avait dit à la police qu'il allait mettre fin à ses jours. Il savait qu'il avait beaucoup souffert de problèmes de santé mentale et il se moquait de lui pour cela. Globalement, Chris était une personne complexe, ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. Selon de nombreux témoignages, il a escroqué plusieurs personnes avec CR6 et pourrait être critiqué pour bien d'autres raisons.
Je me demande s'il n'était pas simplement le reflet de son environnement et de sa maladie mentale. J'ai lu dans un article à son sujet qu'il disait « Quand il avait 4 ans, il a demandé à sa mère de coudre un sac de couchage pour son robot jouet afin qu'il n'ait pas froid, affirmant que les robots ont des sentiments. » Évidemment, il était très jeune à cette époque, mais il avait clairement de l'empathie. Il n'était qu'un enfant innocent qui n'avait pas encore été confronté aux dures réalités de la vie. Quelques jours seulement avant l'incident de l'armurerie, il avait essayé de se faire interner et on lui avait apparemment refusé l'aide dont il avait besoin. Le système l'a visiblement abandonné et sans cela, les choses auraient pu être différentes. Le 20 janvier 2006, Chris a publié le message suivant sur un forum ainsi que sur son blog personnel. Citation. « Alors, à quoi ressemble une note de suicide sur le web ? Exactement à ceci. Alors qu'une vie prolongée n'est pas nécessairement meilleure, une mort prolongée est nécessairement pire. Sénèque, ma mort au moins sera rapide. Ma mère m'a dit, adolescente, alors que j'étais en soins intensifs après une overdose volontaire de médicaments, que mon pédopsychiatre lui avait dit que je serais toujours à risque de suicide et qu'il faudrait me surveiller de près. Il avait raison. Le suicide est un thème presque constant dans mon esprit. Et ce week-end, je suis seule et la voix du S est plus forte que jamais. Donc je suis certaine que je ne survivrai pas à l'après-midi. J'ai déjà pris assez de médicaments pour que mon foie cesse de fonctionner bientôt et je pars chercher un endroit où me cacher et mourir. Je suis fatiguée de ressentir les mêmes sentiments et de vivre les mêmes expériences. Il est temps d'avancer et de voir ce qui vient ensuite. De toute façon, assez c'est assez. Oh, et au fait, l'esprit est une hypersurface maximale et la pensée une trajectoire dessus et l'amygdale et l'hippocampe en sont des applications de Hopf. Personne ne le savait avant moi et il semble que personne ne s'en soucie. Qu'il en soit ainsi, mon heure viendra dans 100 ou 1000 ans lorsque l'idée reviendra à nouveau. Ce Louis Vuitton, Prada, Montblanc, ce n'est pas pour moi, si seulement on m'aimait autant qu'un stylo. Certains doutaient de son sérieux et pensaient qu'il voulait juste attirer l'attention. Certaines personnes se sont même moquées de lui, tandis que d'autres ont essayé de le dissuader, et sont allés jusqu'à faire de gros efforts pour tenter de le localiser et alerter les autorités chiliennes de la situation. Il a laissé encore quelques commentaires dit après cela, jusqu'à celui qui disait « J'ai fait une overdose en 1997 et j'ai passé des semaines en soins intensifs sous vitamine K, parce que mon sang ne coagulerait pas. J'ai sérieusement abîmé mon foie, donc je ne bois plus d'alcool. Maintenant, si tu veux tout savoir, je me sens vraiment diminuée. Et oui, seul le temps dira ce qui va m'arriver. Je dois vraiment sortir d'ici. Je n'arrive pas à taper et j'ai envie de vomir. Il est temps d'aller me cacher. » On n'a plus jamais entendu parler de Chris. Le 24 janvier, un article est paru dans le journal chilien El Mercurio expliquant ce qui s'était passé. Voici un extrait traduit de l'espagnol. Une dispute avec sa compagne, qui n'a pas été identifiée selon des sources policières, aurait déclenché la décision fatale d'un scientifique spécialisé dans le développement de l'intelligence artificielle, le psychologue et informaticien canadien Christophe McKinster, âgé de 38 ans. Des sources du parquet ont indiqué que le corps du professionnel a été retrouvé hier à midi dans son appartement. Après que la personne chargée du ménage ait senti une forte odeur de gaz, elle a appelé la police. En entrant dans la maison, les agents en uniforme ont trouvé le corps de McKinstry allongé sur le sol de la cuisine. Le citoyen canadien était habillé et avait un sac en plastique sur la tête, d'où sortait un tuyau relié à la conduite de gaz. L'inhalation persistante, selon les premières investigations, aurait causé sa mort, d'après sa compagne chilienne, dont on sait seulement qu'elle avait 36 ans, vendredi dernier. Ils ont eu une violente dispute à cause de problèmes économiques et domestiques. Après cela, McKinstry a quitté son appartement situé rue Compagna, où ils avaient emménagé il y a quelques semaines. Dès la mise en vente de celui de Merced, elle a perdu tout contact avec lui. La mort de Chris a été tragique. Malgré ses défauts, son ego démesuré et la probabilité que ses réalisations n'étaient pas aussi impressionnantes qu'il le croyait. Tout le monde le croyait
il avait tout de même un esprit brillant et tellement plus de potentiel. Il avait peut-être beaucoup d'ennemis, mais il avait aussi des amis qui le décrivaient comme un homme intelligent et gentil. Quelqu'un qui savait faire rire les gens et qui n'avait pas peur de se ridiculiser dans le processus. Compte tenu de ses problèmes de santé mentale et de sa tentative précédente de quitter ce monde, il n'était malheureusement pas très surprenant qu'il soit allé jusqu'au bout cette fois-ci. Mais l'a-t-il vraiment fait, ou quelqu'un d'autre aurait-il pu être impliqué? Bien que l'article d'El Mercurio ait affirmé que la décision de Chris était due à une dispute avec sa petite amie, un article de Wired a ensuite déclaré qu'aucun de ses amis ne savait pourquoi il était passé à l'acte. Cette fois, en décembre 2002, un membre du groupe général de Winnipeg a dit à Chris « Hé, n'étais-tu pas le gars avec les ambitions soviétiques? Tu as réussi à faire ça en passant pour un martyr au lieu d'un lâche ?» Chris a répondu « Tu sais quoi, Ray, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu viens de dire. » Sardéeux. L'idée de S a été brûlée en moi à Toronto en 1990. Je peux te dire que je le ressens encore, surtout à cette période. Je sais que tuer ne sera plus jamais une option et cela semble être la meilleure chose que je puisse faire avec ce sentiment, à part le nier. C'est peut-être pour ça depuis le début. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent changer en 3 ans, mais au moins pour l'instant. Chris semblait assez sûr qu'il ne voyait plus la mort comme une option. Et il ne l'avait pas fait depuis l'incident de l'armurerie, 12 ans plus tôt. Ce n'est pas tout à fait cohérent avec son dernier commentaire sur sa surdose en 1997, mais il n'a pas non plus clairement affirmé vouloir mourir. Cette fois, l'incident de l'armurerie pourrait très bien avoir été un appel à l'aide, étant donné qu'il avait essayé d'obtenir de l'aide sans succès quelques jours auparavant. Sa dernière interaction en ligne indiquait qu'il avait fait une overdose à nouveau, et il est tout à fait possible que, lorsque cela a échoué, il ait décidé d'essayer une autre méthode. Mais est-ce vraiment impossible que ce soit un autre appel à l'aide? Et que quelqu'un d'autre, pour une raison quelconque, ait saisi l'occasion de finaliser sa tentative? Après tout, 3 jours se sont écoulés entre sa dernière communication en ligne et la découverte de son corps. Est-ce qu'il a vraiment fait une overdose au départ? Il a bien publié la note sur son blog, mais étrangement, l'adresse IP utilisée pour poster sur le forum était différente de celle qu'il utilisait habituellement. Il a affirmé qu'il se trouvait dans un café à ce moment-là, ce qui pourrait expliquer l'adresse IP différente. Mais s'il voulait vraiment mourir, pourquoi faire une overdose en public entouré de gens qui auraient tenté de le sauver? De plus, il y avait un autre détail intéressant dans la citation de l'article d'El Mercurio. La procureure Lorena Canacré a déclaré que, bien que les enquêtes parlent d'un suicide, il reste encore à déterminer pourquoi il y avait du sang près du corps du Canadien. Cela implique que les enquêteurs ont envisagé la possibilité qu'un acte criminel ait pu être impliqué. Ce n'est pas comme s'il y avait une explication raisonnable à la présence de sang avec la cause supposée du décès. Quelqu'un aurait-il pu le tuer puis arranger la scène pour tromper? Chris s'était fait de nombreux ennemis au cours de sa vie, dont certains à qui il devait apparemment une somme d'argent importante. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait personne qui aurait pu vouloir sa mort. J'ai aussi trouvé un commentaire dans le groupe général de Winnipeg, datant de mars 1997, où Chris raconte que la nuit précédente, quelqu'un avait tenté de le tuer en tirant sur sa voiture. Il a expliqué avoir hésité à publier ceci comme un fait ou une fiction, puis a choisi de l'appeler fiction. Pour l'instant, parce que c'est plus facile. Il semble cependant sous-entendre que cela s'est réellement produit, mais il a décidé de dire que c'est une fiction, comme une sorte d'avertissement ou quelque chose comme ça. Je n'ai aucune idée s'il dit la vérité ou non. Je ne crois pas vraiment au reste de son histoire, qui concerne quelqu'un qu'il a rencontré et qui lui aurait parlé d'un complot militaire, un complot. Les détails ne sont pas vraiment importants, mais qui sait si quelqu'un voulait vraiment sa mort? C'était sans doute en partie pourquoi il a quitté Winnipeg peu après. Honnêtement, il est difficile de savoir s'il y a plus à la mort de Chris sans plus d'informations. Il ne semble pas y avoir d'autres sources originales à ce sujet ailleurs sur Internet. L'article de Wired que j'ai mentionné précédemment détaillait également la mort d'un autre pionnier de l'intelligence artificielle et rival de Chris Push. Tout comme Chris, Push avait toujours été fasciné par les robots et l'intelligence artificielle,
et elle a décidé de lancer un projet appelé OpenMind. Common Sense, très proche du projet MindPixel de Chris, était une base de données de connaissances de bon sens alimentée par des contributions ouvertes. Mais alors que MindPixel proposait des questions auxquelles on répondait par oui ou non, OpenMind compilait des affirmations factuelles. Naturellement, la compétition entre Chris et Push a commencé. Le deuxième Push a annoncé OpenMind. Ceux qui avaient déjà critiqué MindPixel étaient pour le moins sceptiques à propos d'OpenMind. Une utilisatrice a même demandé « En quoi est-ce moins idiot que MindPixel ?» Push a répondu « MindPixel n'est pas idiot, c'est courageux. PCUJO. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont McKinsey procède en tant qu'entreprise en distribuant des actions qui n'auront jamais de valeur au lieu de rendre cela public immédiatement. Et l'idée de MindPixel d'entraîner un réseau neuronal avec la base de données est clairement ridicule. Je pense aussi que notre interface est supérieure. Push avait mal orthographié le nom de famille de Chris et Chris a répondu d'abord « Non, Ian McKinstry et ensuite « Votre déclaration est trompeuse ». La base de données est actuellement disponible au public, mais pas pour un usage commercial. Il a ajouté que si Push trouvait MindPixel ridicule, il pourrait parier sur laquelle de leurs bases de données deviendrait intelligente en premier. Il a reconnu que l'interface d'OpenMind était meilleure, mais il a fait remarquer qu'il avait dû écrire MindPixel tout seul. Quoi qu'il en soit, il pensait que MindPixel avait un avantage significatif. Il exigeait que ses actionnaires contributeurs vérifient l'exactitude des affirmations des uns et des autres. Il a laissé entendre qu'OpenMind finirait par être rempli de n'importe quoi sans aucun mécanisme de validation. Malgré les critiques fondées que chacune adressait au projet de l'autre, on pourrait dire qu'il y avait une saine concurrence entre elles. Elles semblaient se respecter et s'admirer mutuellement. Push a qualifié Chris de type bien et Chris espérait collaborer avec Push, mais cela ne s'est pas fait car la collaboratrice de Push a finalement estimé que Chris était très différent d'elle. Et elle pensait que les gens ne voudraient pas participer à un projet qui rendait un type au Chili riche. MindPixel avait été lancé avant OpenMind et pourtant, c'était Chris qui semblait le plus désireux d'obtenir l'approbation de Push. Avec le temps, même si cela allait se manifester extérieurement par ce qui ressemblait à de la rancœur, Push semblait continuer à prospérer. OpenMind est devenu une partie d'une division d'informatique du bon sens au Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Et il avait beaucoup d'autres objectifs pour le tenir occupé, poursuivant un autre projet de recherche pour son doctorat. Il collaborait avec des experts renommés en intelligence artificielle et donnait des conférences partout dans le monde. Pendant ce temps, Chris se détériorait, en plus de ses problèmes de santé mentale. Les perspectives de MindPixel s'amenuisaient, tout comme celles de CR6, menacées par le manque de compétences commerciales de Chris. Il n'avait ni partenaire commercial, ni application prévue, et il ne semblait pas vouloir tenir ses promesses envers ses actionnaires. Le seul avantage qu'il avait sur OpenMind, c'était d'avoir reçu nettement plus de contributions, mais à quoi cela servait-il si le projet lui-même avait perdu sa direction? Finalement, MindPixel a été abandonné en 2005. Il a perdu son serveur gratuit en septembre et Chris est décédé avant d'avoir pu réaliser ses projets de le réécrire en tant que MindPixel 2. C'était censé apparaître sur un nouveau serveur en France. Juste 8 jours avant que Chris n'annonce en ligne qu'il avait fait une overdose, il a commenté sur le blog de Push, semblant quelque peu amer. 6 mois plus tôt, Push avait terminé sa thèse et annoncé qu'il était désormais le Dr Singh et, dans le même message, il parlait de nouvelles idées que son collègue avait développées sur la façon dont les mines se développent. Chris a contesté que ces idées étaient nouvelles et a commenté le message soulignant que cela ressemblait à un article de 1993 auquel il avait fourni un lien sur son propre blog. Il a dit « Cette idée m'a fortement rappelé certaines expériences sur les réseaux neuronaux que j'ai reproduites en 1997. » Push n'a jamais répondu. Et de toute façon, comme vous le savez, Chris n'a pas attendu longtemps après cela pour une réponse. Le 28 janvier, Bob Mottram, qui avait refusé une offre non rémunérée pour le poste de développeur logiciel en chef pour MindPixel en 2001,
mais qui a tout de même suivi le travail de Chris jusqu'à sa mort et publié une nécrologie sur son blog intitulée « Légende de l'intelligence artificielle Chris McKinstry ». Bob a parlé gentiment de Chris et a laissé entendre que sa mort représentait une grande perte pour le potentiel de l'intelligence artificielle, déclarant, je cite, « Pour l'instant, le dernier homme debout dans ce jeu est Push Singh ». En apparence, Push excellait dans de nombreux domaines. Que Chris avait échoué, mais cela ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas dans sa vie personnelle. Il s'était gravement blessé au dos en déplaçant des meubles et souffrait constamment à cause de cela. Parfois, la douleur était si intense qu'il ne pouvait rien faire. Le 28 février 2006, moins de 5 semaines après la mort de Chris, Push s'est donné la mort d'une manière presque identique. Certains ont évoqué un possible pacte entre les deux hommes, ce que je juge peu probable. Je doute qu'ils aient vraiment eu beaucoup de contacts directs, surtout dans la période précédant leur mort. Ils n'étaient guère des amis proches et il ne semblait pas y avoir de volonté de donner une signification particulière à leur décès. Ce n'est pas comme s'ils l'avaient fait pour faire passer un message. Je pense qu'il est plus plausible que Push ait été inspiré par Chris. Comme Chris, la mort de Push est aussi entourée de mystères. Il n'y a presque aucune information à ce sujet en ligne et il semble que les gens ne veuillent pas en parler. Plusieurs collègues ont refusé d'être interviewés pour l'article de Wired et après les questions de Wired, le Massachusetts Institute of Technology a supprimé le wiki hommage à Push. Son ami d'enfance a dit ceci à propos de sa mort. « Parfois, je me dis cette pensée totalement ridicule qu'il a été éliminé comme à la fin de Terminator 2. Je n'interpréterai pas trop ce commentaire. J'ai aussi vu des commentaires en ligne affirmant que Chris et Push seraient morts dans des circonstances liées, possiblement criminelles. Cela semble un peu étrange que deux hommes du Canada, qui développaient tous les deux des projets concurrents similaires, soient morts presque exactement de la même manière, à moins de 5 semaines d'intervalle. Mais au final, sans plus d'informations, il est impossible de dire s'il y avait quelque chose de suspect ou non. Malheureusement, je pense qu'il est tout à fait plausible que les deux hommes, pour leurs propres raisons, n'aient tout simplement plus voulu vivre. C'était probablement le cas pour Push, du moins. Mais il existe une autre théorie à considérer sur la mort de Chris, et c'est là que tout devient étrange. Avant d'entrer dans les détails, il convient de noter que beaucoup de gens considéraient Chris comme un escroc. Nous avons déjà évoqué ce sujet concernant CR6. Il est difficile de savoir si c'était une vraie entreprise rentable ou une simple arnaque, pour promouvoir ses projets d'intelligence artificielle et escroquer les gens de leur argent. En ce qui concerne MindPixel, Chris n'a de nouveau pas tenu les promesses qu'il avait faites aux actionnaires. Je ne sais pas si c'était son plan depuis le début ou si les choses ne se sont simplement pas passées comme prévu. Mais il semble que plusieurs personnes aient aussi perdu de l'argent avec ce projet. Il a même eu l'audace de demander à plusieurs personnes de travailler gratuitement pour lui, y compris Bob Mottram, qui a rédigé la nécrologie mentionnée plus tôt. On peut se demander si Chris, malgré son intérêt pour l'intelligence artificielle, ne visait pas surtout à en profiter pour ses propres intérêts. Sans vraiment se soucier des autres, il a peut-être utilisé ou trompé des gens pour atteindre ses objectifs. Un commentaire sur le groupe général de Winnipeg a résumé certains de ses autres projets qui auraient pu être des arnaques. Citation: « Il y a bien longtemps, en 1995, un certain Chris McKinstry a publié des affirmations étonnantes sur CompayNetLang à propos d'un chatbot qu'il avait créé appelé Jackie. Il a demandé qu'on lui envoie des questions par email pour les tester sur elle. Je lui en ai envoyé et les réponses qu'il disait avoir reçues m'ont paru suspectes. J'ai aussi démystifié Rakta en 1993. Il m'a proposé d'envoyer le programme si je signais un accord de confidentialité, mais j'ai refusé. Ce qui, pour une raison ou une autre, l'a poussé à se lancer dans une vendetta qu'il poursuit encore aujourd'hui. En 1996, il a lancé un projet d'intelligence artificielle avec participation du public que je considère comme totalement bidon, mais qui a attiré une attention absurde de la part des professionnels. Qui devrait pourtant savoir mieux que ça? Puis, en 1997, il a fait sensation avec l'un des premiers feuilletons en ligne, mais tout s'est effondré en moins de 6 mois. Des rumeurs persistantes que McKinstry dément
affirme qu'il a pris l'argent et s'est enfui. En 1999, il avait repris ses marques au Chili, travaillant en radioastronomie et exploitant toujours la machine médiatique avec une touche magique. /point, interview, etc. J'ai vu un article de la British Broadcasting Corporation ce matin à propos du télescope chilien, et je me suis demandé s'il s'était autodétruit. Pourtant, sa page personnelle, qui se charge lentement, semble être restée silencieuse depuis un an. J'ai commencé à chercher sur Goujar et j'ai vite vu qu'il y avait tant d'informations dispersées que j'ai dû créer une chronologie pour les organiser. Ma stratégie habituelle avec les célébrités du net est de commencer par leur premier jeu message, ce qui, dans le cas de Chris, remontait à 1993. Ces 2 premières années de publication sont vraiment révélatrices. Nombreuses offres douteuses, dont le contrôleur de feu infrarouge en décembre 1994 et la construction absurde d'un bus et de cellules solaires efficaces en cave en janvier 1995. En juillet 1995, Chris affirmait qu'il fabriquait des hologrammes et il y a d'innombrables autres projets douteux. Il était assez ouvert sur le fait qu'il fumait de l'herbe, prenait du lysergique acide diéthylamide et fumait de l'ambisol. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, à moins qu'il ne parlait en fait d'anbésol, un médicament contre la douleur buccale. Peut-être que certaines de ces affirmations extravagantes qu'il a faites l'ont été sous l'influence de drogue, quand, au sommet de ses délires de grandeur, il était convaincu qu'il pouvait vraiment les réaliser. Pourtant, même si beaucoup sentaient Paul l'arnaque, il a quand même réussi à tromper pas mal de gens avec chacune de ses nouvelles idées. Quoi qu'il en soit, gardez tout cela en tête pour planter le décor de la théorie que nous allons aborder. Lorsque je parcourais le groupe général de Winnipeg à la recherche de toute mention de la mort de Chris, j'ai été surprise de voir qu'un certain nombre de personnes n'étaient même pas convaincues qu'il soit vraiment mort. Voici quelques commentaires. Je croirais qu'il s'est suicidé seulement quand son cadavre dégoûtant sera rapatrié au Canada. Il y a tout simplement trop de corruption là-bas pour croire quoi que ce soit qui apparaisse dans leurs médias. On sait qu'il était dans le nord des États-Unis il y a quelques années, donc il est possible qu'il n'ait jamais été au Chili en réalité. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais ce n'est pas récent. C'était une histoire mineure. Dans l'un des journaux de l'époque, il y avait une rumeur selon laquelle il aurait simulé sa mort pour échapper à son passé. D'après ce que je me souviens de lui, et d'après ce que la police locale qui a travaillé avec lui avait à dire, c'est une possibilité. En réponse à ce commentaire, je sais que cet homme a commis... Tu ne sais que ce qu'un rapport sur Internet affirme, à savoir qu'il serait mort de S. Et on est loin d'avoir là une preuve factuelle ou la moindre preuve de quoi que ce soit. C'était un escroc dont le seul talent était d'être un escroc. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de brillant, seulement un escroc professionnel. Il semble n'y avoir qu'une seule source qui ait jamais rapporté la mort de Chris. L'article que j'ai cité plus tôt dans la vidéo, la page Wikipédia de Chris et les quelques autres références citent tous ce même article comme source. C'est un peu étrange. Chris n'était pas exactement une célébrité de premier plan, mais ce n'était pas non plus un inconnu. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de rapports malgré tout. Revenons à CR6 pendant un moment. J'ai mentionné plus tôt qu'il y avait un groupe de personnes sur Discord qui cherchaient CR6. Je ne sais pas si le serveur est toujours actif, mais je n'ai trouvé aucun lien d'invitation fonctionnel, donc je n'ai pas pu y accéder. Blameton Georgie a en fait parlé de CR6 dans une vidéo il y a quelques années. Et il a interviewé quelqu'un du groupe Discord, connu sous le nom de Network Opera, que nous appellerons Opera, qui a révélé des informations très intéressantes et mystérieuses. Regardez cette vidéo pour écouter l'interview. Mais je vais la résumer maintenant, après avoir contacté quelques personnes qui n'ont finalement pas fourni de nouvelles informations. Une personne avec le nom d'utilisateur EvyEarly69, que nous appellerons Evy, a rejoint le serveur Opera. Quand on lui a demandé s'il venait de Reddit, il a répondu « plus ou moins, je vais juste observer un moment avant de participer ». On dirait que Evy était juste une personne au hasard qui voulait se mettre à jour avant de rejoindre la recherche. Ou quelqu'un qui avait des informations privilégiées, qui voulait sentir l'ambiance avant de révéler quoi que ce soit.
Plus tard, Evie a partagé dans le chat une photo ressemblant à une annonce de journal pour CR6. Cela a immédiatement éveillé l'intérêt d'Opéra. Après d'innombrables heures passées à fouiller sur Internet, ils avaient tout consulté, toutes les archives possibles, mais n'étaient encore jamais tombés sur cette image. Nous avons donc fait une recherche inversée d'images et aucun résultat. Opéra a demandé à Lourd « Qui es-tu » et a reçu la réponse vague « Quelqu'un qui était là ». Il a poursuivi en disant, je cite, « Je dois savoir pourquoi vous êtes tous si intéressés. Internet en était à ses débuts, il n'y avait pas de Facebook ni de Twitter, c'était le Far West, c'était un culte de la personnalité, tout tournait autour de Chris. » Tout cela paraissait étrange à Opéra, qui comprenait le désir d'anonymat de Evie, mais cela allait plus loin. Evie semblait refuser toute enquête à ce sujet. Opéra a expliqué que, bien qu'ils aient entendu que CR6 avait été un désastre, ils restaient tous intéressés car c'était devenu historique par accident. Evie a répondu, peut-être d'un ton désinvolte, que tout cela ne concernait que Chris. Personne n'a été payé, c'était une mascarade. Opéra lui a alors demandé « Tu as travaillé sur le CR6 ?» Il a répondu « Je ne pense pas devoir en dire plus, et c'est tout. » Il les a ignorés et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ensuite, Opéra a contacté sur Facebook une femme anonyme dans la vidéo de Blâme-le-sur-Georget. Alors appelons-la Marie. Il a reçu une réponse de quelqu'un prétendant être son assistante. Mais il s'est vite rendu compte qu'il ne parlait pas à son assistante, mais probablement à Marie elle-même. Il pense qu'elle a mentionné une assistante pour ne pas avoir à donner de détails précis à ce sujet. Et il a probablement raison, mais honnêtement, c'est étrange. Qu'est-ce qui pourrait bien la rendre aussi réticente à en parler ? Opéra a expliqué qu'ils essayaient d'en savoir plus parce que les gens semblaient tellement évasifs à propos du CR6 et ne voulaient absolument pas s'en souvenir. Elle a dit que la principale raison, c'est que Chris n'a payé personne. Je ne peux pas être la seule à n'y croire absolument pas. J'imagine que ce serait extrêmement frustrant d'être trompé et de perdre son temps et ses efforts sur un projet pour finalement ne recevoir aucun des paiements promis. Mais pourquoi cela t'empêcherait-il d'en parler, même 25 ans plus tard ? Je ne blâme même pas les gens d'être encore un peu amers à ce sujet, mais je suis tellement sûre qu'il y a plus que le simple fait de ne pas avoir été payé. Je me suis même demandé si Chris avait fait signer un accord de confidentialité pour les empêcher d'en parler. Mais il était mort depuis 18 ans à ce moment-là, à moins que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le secret et le manque de coopération de plusieurs personnes semblent de toute façon indiquer quelque chose de plus profond et de plus sombre. Opéra a admis qu'il avait fait une erreur quand il a dit à Marie qu'il ne serait pas surpris si CR6 tournait mal. Parce que pourquoi quelqu'un voudrait-il même essayer s'il n'est pas payé ? Marie s'est défendue en affirmant que l'équipe créative avait ensuite tous prospéré dans leur domaine. Elle était très protectrice envers eux et ne voulait pas qu'ils soient critiqués d'aucune manière. C'était une confirmation supplémentaire pour Opéra qu'il parlait bien à Marie elle-même et non à son assistante. Pourquoi une assistante irait-elle si loin pour défendre un travail dont elle n'était même pas responsable ? Mais aussi, je me demande pourquoi Marie elle-même irait aussi loin pour les défendre. Après avoir vu certaines interactions en ligne entre les membres de l'équipe, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient très proches. Bien sûr, fais valoir que tes collègues d'il y a 25 ans ont fait de leur mieux et n'étaient pas inutiles dans leur travail. Mais pourquoi le prendre personnellement ? Après cela, l'assistante supposée de Marie a envoyé un dernier message du genre « Merci pour votre curiosité ». Mais honnêtement, j'en ai déjà trop dit. Avec un peu de chance, Marie reviendra dans quelques jours pour clarifier les choses et, aux surprises. Ni Marie ni son assistante n'ont jamais recontacté Opéra. Donc, cela fait 2 personnes qui étaient d'une certaine manière impliquées dans la production du CR6 et qui manifestement ne voulaient pas trop en parler. Toutes 2 ont dit qu'elles en avaient déjà trop dit avant de disparaître pour ne plus jamais donner de nouvelles. Malgré les recherches, aucun membre du casting n'a été contacté. Comme l'a dit George, la plupart d'entre eux sont des personnes anonymes, sans nom, dont il ne reste aucune trace en ligne.
Peut-être que le seul espoir de retrouver CR6 serait de localiser le casting puisque Chris a dit avoir vendu les droits des marques, de l'histoire, des personnages et des logiciels de production au casting pour en juin 1997. Mais qui sait si c'est vrai après tout? Anita Dittmar, qui a évoqué avoir participé à CR6 sur son blog, n'a jamais parlé de détenir les droits de la série. Et on pourrait penser que ce serait quelque chose qui vaudrait la peine d'être mentionné. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait le segment de CNN sur Video Home System, donc on peut supposer qu'elle ne possédait aucune partie de CR6 en lui-même. J'ai essayé de contacter 4 personnes impliquées dans CR6 sur Facebook, au moins 3 d'entre elles sont assez actives et 2 ont publié publiquement depuis que je leur ai envoyé des messages, mais aucune n'a répondu. On peut dire que la recherche de CR6 a atteint une impasse et je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'espoir qu'il soit un jour retrouvé. Quant aux interactions étranges avec les personnes que j'ai réussi à contacter, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Comparez leur réaction à celle de Ian McCausland et c'est encore plus déroutant. Il n'a pas pu fournir beaucoup de nouvelles informations, mais il semblait certainement beaucoup plus ouvert que les autres et il a même fait des efforts pour essayer de retrouver d'autres personnes qui faisaient partie du CR6. Je me demande si quelque chose s'est passé entre Chris et d'autres membres du casting sans qu'Ian le sache. Je repense souvent à ce commentaire d'une femme sur Facebook disant que Chris l'avait manipulée pour qu'elle devienne coproductrice exécutive au lieu d'actrice. J'ai travaillé avec lui chez lui jusqu'à ce que ça devienne effrayant. Que voulait-elle dire? Ça a l'air bien plus grave que le fait qu'elle n'ait pas été payée pour son travail. En parcourant le groupe Google Winnipeg General, je suis tombée sur quelques commentaires qui laissaient entendre qu'il pourrait y avoir une autre facette de Chris. Nous savons déjà qu'il a probablement escroqué beaucoup de gens, qu'il était considéré par beaucoup comme narcissique, provocateur, amer. Une chose que je ne pense pas avoir encore mentionnée, c'est qu'il aurait abandonné sa femme à qui il a admis son infidélité ainsi que son fils au Canada, quand il s'est enfui au Chili, les laissant endettés. C'était probablement causé par lui, donc on peut aussi ajouter égoïste à cette liste. On sait qu'il a eu des problèmes de santé mentale pendant la majeure partie de sa vie adulte. Mais jusqu'à ce que je fouille en profondeur le groupe général de Winnipeg, je ne savais pas qu'il avait déjà été un danger pour quelqu'un d'autre que lui-même. Imaginez ma surprise en découvrant plusieurs commentaires affirmant qu'il avait frappé son ex-petite amie avec une arme à feu au Canada. Chris a nié ces accusations avec véhémence et sans source fiable pour les étayer, en gardant à l'esprit qu'il était une personne très peu appréciée. Nous savons toutes combien les rumeurs infondées circulent vite dans une communauté. Je n'étais pas totalement convaincue jusqu'à ce que je regarde le documentaire L'homme derrière le rideau. Ce documentaire traite du travail de Chris sur l'intelligence artificielle tout en explorant son esprit tourmenté et finalement sa mort. Une de ses amies a dit qu'il avait eu de nombreuses relations, la plupart mal terminées. Ensuite, l'une de ses anciennes petites amies, Diana, a décrit sa relation avec lui peu de temps après leur rencontre. Hospitalisée et diagnostiquée avec une sclérose en plaques, elle a confié craindre que plus personne ne la regarde. Mais Chris l'a regardée, il tenait à elle et il l'aimait quand même. Il lui a dit que ce n'était qu'une étape, qu'elle la traverserait et qu'elle irait bien et qu'il serait là pour elle. Au début de leur relation, tout semblait parfait et ils étaient très amoureux. Mais bientôt, Diana a vu une autre facette de lui. Citation, « Il avait 2 facettes. Aujourd'hui, je t'aime et demain, je te déteste. De tout mon être. » Il est devenu quelqu'un de fou et d'agressif, agressif envers les autres et agressif envers lui-même. Nous venions de déménager et il a refusé de m'aider. J'ai donc tout fait seul. Je ne pouvais pas bouger ma main ni mes pieds et j'ai dû tout déplacer vers l'autre appartement. Je me sentais très seule. J'ai appelé mon ami pour lui demander que les garçons m'aident à porter les affaires. Il était contrarié car il pensait que je le trompais parce que j'avais demandé de l'aide à d'autres personnes. C'était tellement fou qu'il a attrapé son marteau et il a commencé à frapper des mannequins. J'ai dû en donner 2 car il les avait cassés. J'avais si peur, je croyais qu'il allait me frapper la tête avec le marteau. Selon moi, Chris Love a accaparé l'attention d'une femme vulnérable à son moment le plus fragile. Et quand il avait gagné sa confiance, il a montré son côté violent, la poussant à craindre pour sa vie.
Est-ce vraiment si incroyable qu'il ait frappé une autre de ses ex-petites amies avec la crosse d'un pistolet? La femme qui a commenté la publication de Ian sur Facebook a dit que lorsqu'elle travaillait avec Chris chez lui, cela était finalement devenu effrayant. La personne à qui Opera a parlé sur Facebook, qui semblait réservée et qui au final craignait d'en avoir trop dit, était aussi une femme à laquelle Opera faisait référence. Heavy Early, 69, qui a rejoint le groupe Discord et qui a aussi disparu après avoir dit qu'il en avait trop dit, était un homme. D'après ce que j'ai vu, ils n'ont rien dit qui indique ou confirme qu'ils étaient un homme, donc il est possible qu'ils aient aussi été une femme. Dans tous les cas, je remarque un schéma ici et il commence potentiellement à devenir clair pourquoi. Ian semblait n'avoir aucun scrupule à parler ouvertement de l'émission. Pourquoi? L'autre homme contacté par Opera a seulement dit qu'il ne voulait pas relancer la haine contre Chris parce qu'il n'avait eu aucune expérience négative avec lui. Mais il semble que ce ne soit pas le cas pour au moins 2 des femmes. Pour être clair, je ne sous-entends pas qu'Ian ou l'autre homme couvraient Chris. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou non, mais je n'ai aucune raison de croire qu'ils l'ont fait. Il est tout à fait possible que certaines des femmes impliquées dans CR6 aient vu un autre côté de Chris, un côté dont les hommes n'étaient peut-être pas conscients. Et cela les a terrifiées. Mais pourquoi seraient-elles encore aussi terrifiées? 25 ans plus tard, 18 ans après la mort de Chris, ce qui s'est passé était-il si traumatisant que cela les hante encore aujourd'hui? Ou bien ne croient-elles pas que Chris est parti depuis longtemps et qu'il ne peut plus leur faire de mal? L'autre homme non identifié ne voulait-il vraiment pas que Chris soit détesté après sa mort ou ne voulait-il pas encourager le harcèlement d'un homme qui est encore bien vivant? Quelques jours après la conversation d'Opera avec Marie, une autre personne, Dustin, clairement impliqué avec CR6, a rejoint le serveur Discord et a répondu à la capture d'écran de l'email de l'homme non identifié cité. Honnêtement, je dois être d'accord avec lui sur l'héritage de Chris. Oui, il a été harcelé en ligne, mais il a aussi été abusif lui-même. Il a maltraité les gens, les a escroqués, ne les a pas payés et a essayé de les monter les uns contre les autres, parfois avec succès. Si vous dites aux personnes ayant travaillé sur l'émission que vous souhaitez réhabiliter l'héritage de McKinstry, vous risquez de rencontrer de la résistance. C'est juste mon avis. Oui, il avait des troubles mentaux, mais c'était aussi un escroc brillant, conscient de ses actes. Il savait qu'il n'avait pas perdu d'argent et il savait qu'il avait trompé l'équipe créative. Sur 69 000, il devait aussi de l'argent à l'hôtel Mariagi, à la compagnie de limousine, aux Pyramides Cabaret, à l'entreprise qui avait fourni les projecteurs pour le lancement. Brown Communications, Jaguar, etc. Il n'a payé personne. Brown Communications était l'entreprise qui avait produit la vidéo promotionnelle du CR6. Dustin a poursuivi en disant que Chris recherchait de jeunes acteurs ou mannequins en herbe. Il persuadait des personnes voulant devenir célèbres que l'émission serait un grand succès et qu'en s'engageant dès le début, elle gagnerait en notoriété. Parce que c'était la toute première web-série de l'histoire d'Internet, techniquement ce n'était pas le cas, même si on pouvait dire qu'elle était censée être au moins un cran au-dessus des quelques séries qui existaient déjà. Mais cela n'avait pas d'importance. J'ai l'impression que la vérité n'était pas vraiment importante pour Chris, tant qu'il pouvait convaincre les gens qu'il disait la vérité de toute façon. Le message suivant de Dustin était encore plus intriguant. J'ai entendu que Brown Communications faisait face à une agence de recouvrement agressive et que McKinstry avait simulé sa mort pour fuir ses créanciers. Que ce soit vrai ou non, qui peut le savoir? Mais est-il capable de faire quelque chose comme ça sans aucun doute? Donc, ici, nous avons une autre personne qui croit qu'il est possible que Chris ait simulé sa propre mort, et cette fois, c'est quelqu'un qui a réellement travaillé à ses côtés. Vous pourriez penser que ce ne sont que des théoriciens du complot qui accordent trop d'importance aux rumeurs locales et laissent leur imagination s'emballer. Mais gardez à l'esprit qu'il n'y a généralement pas de fumée sans feu. Et soyez assurés, il reste encore quelques rebondissements dans cette histoire étrange. Lorsque Opera a demandé à Dustin s'il y avait des preuves de cela, il a répondu « Chaque fois que quelqu'un essaie de corriger sa page Wikipédia pour ajouter qu'il a escroqué beaucoup de gens, elle revient toujours rapidement à la version originale. » Topuwarle. En consultant l'historique des modifications de la page Wikipédia de Chris,
Opera a remarqué une autre phrase controversée. Au 27 février 2006, sa famille n'a pas réclamé son corps. Au 11 avril 2006, les rumeurs selon lesquelles la famille aurait effectué les démarches nécessaires ou que son corps serait rapatrié au Canada n'ont pas été vérifiées. Rappelez-vous que Chris serait décédé à Santiago, au Chili, où il avait vécu pendant de nombreuses années, et à ma connaissance, toute sa famille vivait encore au Canada. Il y avait une source à ce sujet concernant le fait que la famille de Chris n'avait pas réclamé son corps, mais ce lien est désormais mort de toute façon. La phrase que j'ai citée a été supprimée à plusieurs reprises par une même adresse IP qui laissait des commentaires affirmant que son corps avait été réclamé, mais sans fournir de source pour cette information. Lorsque cette adresse IP a été analysée avec un tracker d'IP, il a été déterminé qu'elle se trouvait à Santiago, au Chili. Comme vous l'avez sans doute compris, Chris contribuait souvent au groupe Google Winnipeg Général. Même des années après avoir fui le Canada et s'être installé au Chili, quelque chose le ramenait toujours vers le groupe dédié à sa ville natale. Même si la plupart des gens qu'il côtoyait semblaient le mépriser, il voyait peut-être cela comme son lien avec sa maison. Il y était tellement attaché qu'il a continué à y publier même après sa mort. Moins d'un mois après la supposée mort de Chris, lui, ou quelqu'un prétendant être lui, a fait divers commentaires sur le groupe de Winnipeg. Voici un exemple. Le texte violet est celui auquel il répond. Je ne sais pas qui était Chris McKinstry et je ne me soucie pas de qui il était ni de qui j'étais. Non, je suis la personne la plus brillante à être sortie du cloaque que tu appelles chez toi. J'étais millionnaire à plusieurs reprises alors que tu t'étais encore le sein de ta mère. J'ai inventé différentes formes de logiciels de protection contre la copie, le plus grand projet d'intelligence artificielle au monde, et un feuilleton en ligne en avance sur son temps. Je pourrais te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Je suis K. Christophe McKinstry. Je sais que cet homme s'est suicidé. Ce n'était pas difficile. Un sac sur la tête attaché à la conduite de gaz. La 7e dimension m'a accueilli à bras ouverts, à ce qu'il paraît. C'était un gars brillant qui a sûrement vexé de nombreux internautes en leur faisant croire que tous les utilisateurs d'Internet sont idiots. Je suis la seule lumière éclatante dans cette mer de ténèbres. Mon but est de mettre en lumière les réactions mesquines et presque jubilatoires des autres internautes face à la mort de McKinstry. Ils se moquent de moi, mais c'est moi qui ris la dernière. Je suis maintenant dans le continuum de l'espace mental à 7 dimensions. Je suis partout, je suis tout. Se moquer des morts attire le mauvais karma et reflète un caractère bas. L'envie d'attaque ad hominem puéril est-elle si forte? Dois-je maintenant la tourner contre les morts comme contre les vivants? McKinstry n'est plus là pour se défendre, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. S'acharner sur un homme à terre, c'est l'acte d'un véritable lâche. Le karma est une invention humaine. Ici, dans la 7e dimension, seule l'incroyable puissance de mon esprit existe et c'est bien. Vivez dans votre saleté, mangez votre malbouffe et reproduisez-vous avec vos femmes. Moi, je suis dans un endroit meilleur. Car Christophe McKinstry, arrêtez d'agir comme des nains d'esprit, à sautiller partout en cactant que la sorcière est morte. Pourquoi mon ascension vers une forme d'énergie surhumaine vous dérange-t-elle? Donc, les 7e dimensions du continuum de l'espace mental sont inspirantes. Grandis et laisse ce type se reposer. Ce soir, allongé dans ton lit, je t'observerai depuis le coin sombre de ta chambre. Ta curiosité, tu m'intrigues, la tienne depuis la 7e dimension. K. Christophe McKinstry, Drobé 20 et un morgue de l'hôpital général, Santiago, Chili. Environ un mois après cela, un autre commentaire disait « Cela fait 2 longs mois que je suis dans ce tiroir exigu et réfrigéré. Je commence à sentir mauvais et divers liquides issus de ma décomposition commencent à s'accumuler dans mon dos. Ma peau est complètement détachée et pend lâchement comme celle d'un chat. Mes tissus conjonctifs se dégradent. Je suis sûre que mes bras se détacheraient si on tirait un bon coup. S'il vous plaît, convainquez les autorités de me renvoyer à Winnipeg Code. Je veux être enterré près des braves gens de Winnipeg Général. Le continuum de l'esprit dans l'espace à 7 dimensions est incroyable.
Tu devrais te libérer de ta coquille de chair et me rejoindre depuis le passé, le présent et le futur. K. Christophe McKinstry, boîte B20 et 1, hôpital général morgue, Santiago, Chili. La mention de la 7e dimension semble faire référence à l'un des commentaires laissés sur sa dernière publication avant sa mort. Étant donné le harcèlement qu'il a subi de son vivant, il est tout à fait possible que quelqu'un ait décidé de le troller après sa mort en prétendant être lui. Si Chris avait simulé sa mort, je ne serais pas étonné qu'il publie encore en ligne. Il aurait probablement trouvé ça très amusant. Ses publications sont toujours très troublantes à lire. Ce qui est intéressant, c'est que Chris disait souvent à ses amis qu'il avait l'intention de transférer sa conscience dans une machine. Il écrivait diverses élucubrations dans des carnets, parlant d'immortalité, semblant théoriser qu'il devrait choisir de mourir pour y parvenir. Peut-être que cela aurait pu faire partie de sa raison de mourir s'il est vraiment mort. S'il ne l'est pas, peut-être a-t-il publié en ligne après pour donner l'impression qu'il était devenu immortel. Si la technologie permettant de transférer la conscience dans une machine devient un jour possible, elle n'était certainement pas disponible en 2006 et Chris le savait. Peut-être aurait-il mieux fait de simuler sa mort et de convaincre les gens qu'il avait trouvé un moyen. N'oublions pas qu'il aurait très bien pu avoir de vraies raisons sérieuses de simuler sa mort. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, il devait beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Apparemment, une agence de recouvrement agressive le poursuivait. On disait aussi qu'il était recherché au Canada pour impôts impayés, donc je ne serais pas surprise s'il n'en avait pas payé au Chili non plus. Il a reconnu avoir eu des aventures durant son mariage. Qui peut affirmer qu'il n'a jamais eu de liaison avec une femme mariée? Son mari l'a découvert et s'en est pris à Chris. Je crois son ex-petit ami qui affirme qu'il a détruit son appartement avec un marteau. Et s'il avait ensuite agressé physiquement une autre femme et que les conséquences de cela auraient pu mettre sa vie en danger. Puis, il y a eu son commentaire en 1997 affirmant qu'on avait tenté de le tuer. Je ne sais pas si je le crois, mais ce n'est pas vraiment important que ce soit vrai ou non. Ce qui compte, c'est si Chris le croyait. Il avait des antécédents de toxicomanie et de maladie mentale, donc les deux combinés. En plus, la possibilité bien réelle que des gens étaient réellement après lui a peut-être fini par le convaincre. Sa seule option était de simuler sa mort, sinon il mourrait vraiment. Concernant la possibilité qu'il ait réussi ce coup, Dustin et d'autres qui le connaissaient semblent le croire. Honnêtement, je ne connais pas vraiment le Chili, alors prenez ça avec des pincettes. Mais je suis tombée sur divers commentaires en ligne de personnes affirmant vivre au Chili. Ils parlaient du fait qu'il y a beaucoup de corruption et que ce n'est pas hors du domaine du possible. Qu'avec de l'argent et quelques relations, on pouvait simuler sa mort, surtout il y a près de 20 ans. Les informations abordées jusqu'ici semblent suspectes, mais je n'ai pas évoqué la preuve la plus accablante. Il n'existe littéralement aucun certificat de décès pour Chris. Le groupe de recherche sur Discord avait déjà essayé de trouver un certificat de décès ou un rapport de police, mais n'avait rien trouvé. Mais comme il ne venait pas du Chili, il ne savait pas si de tels documents seraient de toute façon publics. Juste avant que Blame It on Georgie ne mette en ligne sa vidéo, une autre youtubeuse nommée Salion a également réalisé une vidéo sur CR6. Cela a permis à de nombreux hispanophones chiliens de découvrir le mystère et d'avoir de meilleures chances de trouver un acte de décès. Et toujours rien. Opera a été dirigé vers une base de données de certificats de décès. Et lorsqu'il a recherché le nom de Chris, il a reçu un message qui se traduisait par « Cher utilisateur, les données saisies ne répondent pas aux exigences pour délivrer ce certificat. » Donc, en gros, il n'y avait pas de certificat de décès. Et au cas où vous vous demanderiez s'il y a eu une erreur lors de la saisie de ces informations, ou peut-être qu'il n'y a pas de certificat parce qu'il était originaire du Canada. Ce commentaire sur Reddit explique pourquoi cela ne peut pas être le cas, je cite, « puisqu'il a vécu plus de 5 ans au Chili. Il avait le droit de vote et figurait sur les listes électorales qui, selon la loi, doivent être publiées quelque temps avant chaque élection. Donc bien sûr, cela a été mis en ligne et monétisé. Vous pouvez le rechercher ici et trouver son numéro d'identité nationale. Il suffit de taper McKinstry et cela affichera aussi ses informations ainsi que celles de son fils. Ensuite,
Vous pouvez aller sur le site du service du registre civil où vous pouvez obtenir gratuitement en quelques secondes des certificats de décès parmi d'autres documents. Si vous connaissez le numéro d'identité de la personne, après l'avoir saisi, un formulaire s'affichera pour vous, pour saisir vos propres informations. Vous devez utiliser un navigateur de bureau sur mobile, vous devez saisir les informations de la personne et les vôtres en une seule étape. Si vous saisissez la course de McKinstry, cela ne vous amène pas à la deuxième étape et à la place, un message s'affiche. Cher utilisateur, vos données ne remplissent pas les conditions pour délivrer ce certificat. C'est le même message que vous recevez si vous saisissez la course d'une personne vivante et ce n'est pas le même message que vous recevez si vous saisissez une course invalide. J'ai aussi testé avec quelques étrangers célèbres morts au Chili qui me venaient à l'esprit et qui apparaissent dans le registre électoral et n'ont pas reçu le message d'erreur, ce qui signifie que l'acte de décès est disponible. Donc, je ne pense pas qu'être étranger explique le message, alors que les théories du complot commencent. Donc il semble que la seule raison pour laquelle ce message apparaîtrait sur le site du registre, c'est que Chris est toujours en vie. Comme je l'ai dit précédemment, il semble qu'il n'y ait eu qu'un seul rapport sur la mort de Chris, publié à l'origine dans le journal et sur le site web El Mercurio. Ce lien est maintenant mort et la page n'existe plus que sur Wayback Machine en tant qu'archive. Les informations sur le devenir de son corps sont contradictoires et aucune source crédible ne permet de vérifier. La page Wikipédia sur Chris indiquait que son corps n'avait pas été réclamé. Mais cette phrase a été déplacée à plusieurs reprises par l'adresse IP de Santiago où Chris vivait et il ne semble y avoir aucune source permettant de vérifier si son corps a été réclamé ou non. L'article de Wired indiquait que Chris avait été incinéré et que ses restes seraient sous le lit de son fils au Royaume-Uni. Encore une fois, aucune source n'était donnée et cela ressemblait plus à une rumeur qu'à des faits. Chris a publié une photo de lui et de son fils sur Flickr en décembre 2004. Son fils semble très jeune, environ 3 ans, donc il devait avoir 4 ou 5 ans quand Chris est mort. Il est étrange qu'un enfant de 4 ou 5 ans garde les cendres de son père sous son lit. Je ne suis pas sûre. Je crois que personne n'a trouvé de pierre tombale ou de mémorial. La seule nécrologie pour Chris a été écrite par Bob Mottman et on dirait qu'ils ne se connaissaient pas personnellement. En fin de compte, il n'y a aucune preuve vérifiable que Chris soit décédé en janvier 2006. Même si je ne suis pas totalement convaincue que Chris ait simulé sa propre mort, je pense que c'est une possibilité. Il est peut-être déjà décédé, mais il y a pas mal d'informations qui suggèrent que cela n'a peut-être pas eu lieu en 2006. Il est important de noter qu'à part les commentaires sur le groupe général de Winnipeg, qui n'ont pas été confirmés comme étant de Chris, personne n'a retrouvé de publication de lui ailleurs en ligne depuis. Dans le documentaire « L'homme derrière le rideau », Pedro, ami et collègue de Chris, a raconté avoir appris la dernière interaction en ligne de Chris et s'être précipité chez lui pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il est arrivé, un policier était là et a dit que l'homme dans l'appartement était mort. Pedro est entré dans l'appartement et a vu le corps de Chris avec un sac sur la tête. Bien sûr, on pourrait dire que Pedro était au courant de la fausse mort de Chris et qu'il a inventé cette histoire pour la rendre plus crédible. Ou qu'il a vu le corps de quelqu'un d'autre. Après tout, il avait un sac sur la tête, donc Pedro n'a jamais vu son visage. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais je suppose qu'on ne sait jamais. Une autre chose à noter cependant, c'est que l'article d'El Mercurio indiquait que lorsque le corps de Chris a été retrouvé, il était entièrement vêtu, alors que Pedro a affirmé que Chris était nu avec seulement un sac sur la tête. C'est une divergence assez importante et je ne sais pas trop quoi en penser. Faites-vous votre propre opinion de toute façon. C'est un peu fou d'y penser. Tout a commencé par la recherche d'une des premières web-séries presque oubliées. Qui aurait cru que sa créatrice serait un personnage aussi complexe et énigmatique ? Le commentaire le plus récent sur le Lost Media Wiki est « Cette recherche est morte ». Je suis observatrice des médias perdus et active sur le serveur de recherche CR6. Pendant mon temps libre, j'archive moi-même ce qui a été trouvé sur le serveur. Cependant, le serveur n'est pas l'endroit idéal pour stocker une telle recherche. Peu importe, cependant, je le fais quand même. Ainsi,
la recherche elle-même ne devient pas un média perdu. Mais CR6 est dans une impasse sans aucune nouvelle piste. Logiquement, les seules personnes qui pourraient encore avoir une copie de n'importe quel épisode ne doivent pas et ne devraient pas être contactées. Il s'agit de personnes déjà contactées ayant refusé d'être impliquées ou de proches sans lien avec CR6. Un problème majeur de cette recherche, c'est Chris. L'essentiel de l'attrait ne vient pas de l'émission. Mais si Chris l'a fait ou non lui-même, qu'a-t-il fait? Qui était-il? Et honnêtement, cela n'a rien à voir avec la recherche elle-même. Nous avons eu des personnes qui lui ont parlé sur des forums, qui se sont manifestées, des personnes qui ont interagi avec lui. Mais tout ce qu'il pouvait offrir, si je me souviens bien, concernait Chris et non CR6. Si cette recherche réussit, et malgré le ton pessimiste de ce commentaire, je souhaite vraiment qu'on le retrouve, en partie ou en totalité. Il faut que l'accent soit mis sur CR6 lui-même et non sur Chris, ce qui est difficile. Il n'y a pas d'attrait particulier chez Chris que CR6 lui-même n'est pas, et il y a une abondance d'informations laissées par l'homme lui-même et par les personnes qui l'ont connu. Le commentateur a raison. CR6 est un sujet fascinant en soi, mais il est éclipsé par le mystère entourant Chris. Et on ne peut pas vraiment parler de l'échec de CR6 sans aborder la controverse. Cela mène finalement à la théorie selon laquelle Chris aurait simulé sa propre mort. Tout cela semble tellement lié, surtout quand on considère que les personnes qui ont travaillé sur CR6 ne veulent toujours pas en parler. Près de 3 décennies plus tard. En fait, il m'a fallu environ 1 mois par intermittence pour faire toutes ces recherches et écrire ce script. Je ne pense pas avoir jamais passé autant de temps sur une vidéo, mais j'ai trouvé chaque partie tellement fascinante. Chris a dit que le CRIDA6 retiendrait les gens pendant des décennies, ce qui s'est produit, mais pas comme il l'imaginait. Je conclus la vidéo avec ce commentaire trouvé sur celle de Blame It on Georgie. Il me semble presque que c'est ça l'émission. Une équipe et des acteurs qui semblent répéter les mêmes répliques, rester ambigus sur les mêmes choses. Un créateur qui a dit qu'il pense que cela pourrait durer des décennies. D'anciens membres de l'équipe et du casting qui laissent finalement des miettes pour une émission qui n'est plus que des photos. Il aurait juste fallu que quelqu'un ait la prévoyance de voir ce que deviendrait ou pourrait devenir Internet. Honnêtement, les blagues à ce sujet n'étaient pas rares. On devrait effacer. Peut-être que quelqu'un le trouvera dans 20 ou 200 ans en se demandant à quoi pourrait ressembler l'archéologie d'Internet du futur. Il y a probablement plein de choses que des gens stupéfaits ont faites sans réfléchir avec cette idée en tête. La possibilité que ce soit quelque chose de ce genre n'est pas absolument impensable. Peut-être que tout le monde a oublié, et maintenant que les gens s'y intéressent, ils ne font que jouer leur rôle et réciter leurs répliques. C'est étrangement défini comme un feuilleton avec des éléments mystiques, la mort, la renaissance, des états ambigus entre les deux, prévus pour durer des décennies. N'est-ce pas? Les récits qui en sortent semblent parfaits pour ça. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que toutes vos suggestions pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.